webinaire sur l'habitat adapté. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en commun des acteurs qui ont cet intérêt pour ce sujet et expérimenter au maximum les initiatives innovantes sur le territoire et développer ces initiatives au mieux. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Philippe Arnoux de Saint-Gobain, qui est directeur de la Silver Economy chez Saint-Gobain. Petit rappel, ce webinaire sera enregistré et rediffusé sur YouTube et sur le site d'Essonne Développement. Merci à vous et bon webinaire. Oui. Normalement, vous voyez bien mon écran. Oui. Parfait. Jean-Philippe, bon. Je vous laisse la main. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Laurent m'a présenté effectivement deux casquettes. Une casquette Saint-Gobain, en charge de toutes les questions de ce qu'on va appeler la transition démographique et ses impacts sur la construction. Et puis une casquette au sein du Conseil national de la filière Silver Economy, en charge des questions d'habitat, qui est effectivement le sujet d'actualité du moment, puisque fin décembre a été demandé à notre président, donc Luc Broussy, alors c'était une mission flash, mais qui avec je dirais le décalage dans le temps de la loi Grand Âge et Autonomie, s'inédiée, pour le dire politiquement correct, s'étale un peu dans le temps pour être un peu plus complète, et donc une mission effectivement sur le sujet de l'adaptation des logements, mais pas que, et c'est ce que je vous montrerai un petit peu dans ma présentation derrière. L'adaptation du logement doit tenir compte de beaucoup d'autres paramètres, l'inclusion sur les territoires, les mobilités, la transition également numérique, hein, puisqu'on l'a vu avec la pandémie, à quel point, à la fois pour le lien social, mais la télésanté, téléconsultation, ça devenait crucial. Donc voilà, donc Luc est en train de boucler son rapport, il nous en présentera très certainement quelques grands axes. Alors là, vous avez les 4 grandes pistes de réflexion que Luc avait émis auprès des 3 ministères. Donc, bien sûr, Brigitte Bourguignon sur l'autonomie, Jacqueline Gouraud pour les territoires et puis Emmanuel Vargon pour le logement. Alors, prochain conseil national le 18 mars, on aura quelques pistes. On abordera également le sujet des Silver Régions. Aujourd'hui, bon voilà, chaque région a plus ou moins son gérontopole, est en train vraiment de se structurer autour de cette thématique très globale de la Silver Economy. Le logement est un bout de beaucoup d'autres bouts, hein, mais voilà. Et puis, alors, a priori, ça c'est le petit scoop de la journée, Matignon et l'Élysée ont demandé voilà, d'accélérer la réflexion sur le sujet d'adaptation du logement, notamment du fait, on le verra dans la présentation, que les objectifs d'adaptation de logement qu'avait posé Action Logement ont été revus à la baisse, donc de trouver un dispositif relais le plus rapidement possible. Donc ça sera le point 1, on va dire, qu'on va essayer d'accélérer. Donc première réunion ce soir, et puis bien sûr en lien très étroit avec la FFB, la CAPEB, les fédérations d'industrie et bien sûr la filière. Voilà. Donc ça, c'était le petit point d'actualité. Et on peut passer à la suite. Donc, présentation de Saint-Gobain. Bon, c'est vrai que c'est une société du CAC 40 qui est une très vieille dame. Donc, j'ai mis la charte signée par Louis XIV et Colbert jusqu'à aujourd'hui, où effectivement, la vocation de Saint-Gobain, finalement, quelque part, est partie d'un habitat un peu surdimensionné, Versailles, la Galerie des Glaces, pour se recentrer aux 360 ans après, toujours sur l'habitat. Et d'où cette raison d'être qu'on a écrit en 2020, c'est Making the World a Better Home, c'est-à-dire effectivement, alors, à la fois contribuer activement à la transition énergétique, c'est notre cœur de métier, on verra quelques produits après, mais également à l'économie circulaire. Le bâtiment est responsable de 40% à la fois des émissions carbone et des déchets dans le monde. Donc tout mettre en œuvre pour qu'effectivement on atteigne un objectif zéro carbone en 2050, à la fois dans l'industrie, mais également dans nos réseaux de distribution, et avec tous nos partenaires, évidemment. Donc Saint-Gobain, bon,
Vous aurez la présentation, elle sera rediffusée. Donc voilà, il y a plein de chiffres, hein. J'ai mis à droite, par contre, quelque chose qui est très important. C'est voilà, l'investissement annuel qu'on fait. C'est 1% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain dans la recherche et développement. Aujourd'hui, on sait très bien que l'habitat de demain ne sera pas le même que celui qu'aujourd'hui. Et donc, on a à peu près 3700, 4000 chercheurs à travers 13 centres de recherche dans le monde pour travailler sur des vitrages toujours plus intelligents, je dirais, alors également dans la mobilité, hein, vous le verrez, une voiture sur deux est équipée de pare-brise Saint-Gobain et les pare-brises de demain ne ressembleront pas aux pare-brises d'aujourd'hui. Et puis, ça fait 10 ans, ça c'est notre fierté, qu'on est dans le top 100 des entreprises mondiales innovantes, justement par rapport à cet effort. J'ajoute que Saint-Gobain Recherche a aussi dans ses équipes des sociologues et des ergothérapeutes, puisque effectivement, on a bien conscience que le gros sujet d'actualité, bien sûr, c'est la transition énergétique, mais que notamment dans tout ce qu'on appelait avant les pays développés, je ne sais pas trop qu'est-ce que veut dire développer aujourd'hui, mais en tout cas, tous ces pays vieillissent. Et donc, ça aura un impact sur l'habitat au sens large et les parcours de vie, hein, puisqu'on va parler aussi un petit peu d'habitat, enfin même beaucoup d'habitat inclusif. Et aujourd'hui, il y a une façon de faire, une façon de construire pour, je dirais, des besoins de confort augmenté d'une population plus âgée. Alors, bon, là c'est pareil, je ne vais pas tout vous décrire, mais bon, Saint-Gobain, c'est deux grandes branches. Une branche industrielle, donc avec des marques comme Placoplâtre, Isover, donc on travaille dans l'isolation, le cloisonnement, des marques dédiées à la santé, on en verra quelques applications, et puis des réseaux de distribution. Nous, notre métier, c'est de s'adresser, on va dire à 80-90% à des professionnels du bâtiment, alors soit des entreprises, des petites entreprises, hein, soit des plus grandes, des majors, des grands comptes, à travers nos réseaux de distribution. Les plus connus en France étant Point P, donc tout ce qui est matériaux de construction, et CDO, le leader du sanitaire, et puis la plateforme du bâtiment qui est un format dédié aux toutes petites entreprises du bâtiment, un peu spécifique. Et puis donc les entreprises industrielles qui je dirais, sur pas mal de nos cœurs de métier, approvisionnent les réseaux de distribution, mais bien sûr, on distribue également des produits d'autres partenaires, voire de concurrents, pour que effectivement les entreprises du bâtiment trouvent leur compte et les produits dont ils ont l'habitude d'utiliser au quotidien. Le lien aussi très intime avec les entreprises du bâtiment permet d'échanger ensemble, hein. On le verra tout à l'heure, mais avec les pros de l'accessibilité, notamment sur voilà, les besoins de formation, relayer des messages de nos partenaires, de la FFB par exemple, et donc de porter avec eux ce discours, puisque nous, on a un contact quasiment régulier avec plus de 200, enfin, de journaliers, 200 000 entreprises du bâtiment à peu près, dans nos 2000 points de vente. Et puis, alors Saint-Gobain, pour illustrer quelques produits, bon, voilà, vous allez reconnaître de la laine de verre, une plaque de plâtre, alors Habito qui a son importance par rapport à la transition démographique, le vitrage, évidemment, c'est là où on est le plus connu, l'automobile, la fonte, hein, puisqu'on est toujours, je dirais, aujourd'hui, c'est même historique chez nous, propriétaire de Pont-à-Mousson, hein, et qui notamment, par exemple, fait ce qu'on appelle des puits canadiens pour améliorer la qualité thermique des bâtiments sans avoir recours à des clims, hein. Donc on équipe par exemple des crèches, mais aussi des EHPAD. Des applications santé, hein, beaucoup de valves de respirateurs, voilà, ça va même jusqu'à des masques maintenant, hein. Là, c'est l'innovation du moment, c'est un masque perpétuel, en fait, il n'y a plus besoin de le changer, puisque c'est des cartouches filtrantes en céramique qui permettent une grande durabilité. Il y a l'automobile, il y a l'aérien également, enfin bon voilà, donc tout un tas je dirais, d'applications. À l'époque, le premier robot qui a été sur Mars, la lentille, c'est Saint-Gobain qui l'avait fabriqué. Donc voilà, ça va de la plaque de plâtre jusqu'à de la très haute technologie. Et puis pour la partie, le slide d'après, particulier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de solutions techniques. Donc on a souhaité créer un site internet qui s'appelle La Maison Saint-Gobain, qui lui s'adresse aux particuliers. Alors, évidemment sur de la déco, mais aussi sur tout un tas de conseils techniques, de solutions. Et vous voyez notamment le sujet adaptation du logement qui apparaît, parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème d'information auprès des particuliers sur des innovations, sur des normes, sur des droits. Donc ce site sert à ça et également à mettre en relation les particuliers avec des professionnels qualifiés. Et ça, on y fait très attention. Si je prends
L'isolation des bâtiments, c'est DRGE, et on contrôle tout en amont. Et puis demain, dès qu'on va, alors c'est en juin qu'on activera vraiment tout le pan adaptation du logement, nous ne souhaitons travailler qu'avec des professionnels pros de l'accessibilité ou handibat, donc des professionnels qui ont fait une démarche de labellisation. Et l'idée, effectivement, c'est de faciliter le parcours travaux des particuliers. Alors, la suite, j'essaie d'aller un peu vite, parce qu'il y a pas mal de slides. Quand on parle d'adaptation du logement, j'aime toujours rappeler la base. Avant d'enlever une baignoire et de mettre une douche, il faut juste s'assurer, et c'est très important, que le logement soit au minimum des normes de sécurité électrique et de sécurité incendie, gaz, voire pour ceux qui sont chauffés au bois ou au charbon, monoxyde de carbone. Je dis ça parce que on s'adresse à une population souvent propriétaire de son logement, souvent depuis longtemps, et donc ces logements parfois présentent des défauts électriques. Donc, quitte à être dans le logement, alors on ne va pas demander à un ergothérapeute d'être un champion du monde de l'électricité, mais de repérer quand même que parfois le danger ne viendra pas forcément de la glissade dans la salle de bain. Alors, pourquoi parler d'adaptation du logement? C'est simplement que ces chiffres-là, tout le monde les connaît, mais bon, les chutes des personnes âgées, le suivant, hop. Bon, voilà, ça c'est des chiffres, c'est presque des mantras maintenant. 450 000 hospitalisations, un coût entre 2 et 4 milliards d'euros, 9 600 morts au dernier chiffre de Santé publique France. Donc il y a un vrai sujet. Alors l'habitat n'est pas, et de loin je dirais la première cause de chute des seniors. J'ai essayé de résumer à côté, mais il y a tout ce qui est médication, le désordre, l'encombrement, mauvais éclairage, peu d'exercice. Ça, Christiane en parlera très certainement à travers les programmes du PRIF. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a une donnée qu'on ne sait pas trop, mais dans sa vie, en fait, on passe 80% de son temps dans des bâtiments. D'abord, le couple travaille maison, et puis plus on vieillit, plus on reste chez soi. Et on verra d'ailleurs dans les statistiques de chute que, avec l'âge, je dirais, les pièces accidentogènes ou à risque migrent, on va dire, de la salle de bain à la chambre notamment. Et que donc, quand même, l'environnement de la personne a un impact sur sa santé et sur la possibilité de chute. Et j'ajoute à ce stade-là, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ça se fait de plus en plus, que le lieu d'habitation des uns est le lieu de travail des autres. Et que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on doit aussi le faire à l'aune de la vision de l'aidant familial ou professionnel. J'insiste lourdement parce que parfois, malheureusement, on ne le fait pas. Et on va mettre en place des équipements qui seront plus un frein qu'autre chose, je dirais, au bon exercice de la mission d'aidant pour des tâches quotidiennes. Alors, les chutes, ah oui, alors bon, je voulais faire un gros point sur le bâtiment, mais aujourd'hui, comment dire, on le sait, que 650 000 places d'EHPAD, et vu, je dirais, le vieillissement de la population, on sait très bien que, en dehors du fait que les Français répètent régulièrement 80-90% qu'ils ne veulent pas finir en EHPAD, qu'ils veulent vieillir chez eux, de toute façon, structurellement, le dispositif EHPAD, je dirais, en volume ne suffira pas. Donc l'adaptation des logements n'est pas un débat, vu le doublement donc, des personnes dépendantes. Ensuite, des grands chiffres, mais bon, le coût de la dépendance, et encore, c'était une vieille slide, va passer de 1% à 3%. On le voit bien, notamment avec la 5e branche, qui, je dirais, a été adoptée l'an dernier, où on cherche encore, pour des questions comptables, déjà 9 milliards d'euros. Je pense que tout ça, c'est des estimations à bas coût. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Quand je prends juste le coût des chutes, et si on ne fait rien, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Il suffit de multiplier par 2 ou par 3 en fonction de la transition démographique et du vieillissement de la population pour voir que je pense que c'est beaucoup plus que 9 milliards. Mais ça, bon, c'est pas de mon ressort. On sait aussi alors que le coût de soutien à domicile coûte moins cher à l'usager et à l'État qu'un placement en institution, quelle qu'elle soit. Bon, mais ça aussi, c'est des données comptables. Et puis, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, alors, il y a une loi qui s'appelle la loi Elan qui régit les bâtiments dans le neuf et qui, pour moi, pose 2 problèmes. Le premier, et là, c'est des chiffres que justement a dit la FFB récemment, le taux de renouvellement du parc ancien, il y a 32 millions de logements anciens en France, n'est que de 1% par an.
Donc, ce n'est pas uniquement avec la loi Elan donc, qui oblige à faire des douches sans ressaut depuis le début de l'année dans tous les étages, on va dire, desservis par ascenseur pour la partie salle de bain, hein, qui va nous apporter une réponse. Et surtout, ce qui me gêne un petit peu dans la loi Elan, et ça aussi on doit vraiment l'avoir à l'esprit, c'est que les solutions conçues pour les personnes handicapées ne sont pas les mêmes que pour les personnes âgées. Il n'y a que 6% des personnes âgées qui finiront en fauteuil roulant, et que parfois une salle de bain trop grande conçue pour une personne handicapée, principalement pour la motricité du fauteuil, peut être dangereuse pour une personne âgée. On peut normer le handicap moteur, hein, parce qu'il y a tous les formes de handicap, mais on peut difficilement normer, je dirais, l'adaptation des logements pour la personne âgée. Il y a des grandes choses qu'on connaît, les contrastes visuels par rapport à une DMLA et ainsi de suite, mais de toute façon, il faudra faire avec les murs et l'ancien. Hein. Donc voilà, la loi Elan n'est qu'un tout petit bout de la réponse de ce sur quoi on travaille actuellement. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, enfin, et on va reparler des pros de l'accessibilité notamment. On a coupé le micro. Alors attendez, Monsieur Arnoux, votre micro a été désactivé. Voilà, je suis revenu. Voilà. Je ne sais pas où je m'en étais arrêté. Enfin, le fait est, c'est que les solutions pour le handicap ne sont pas exactement les mêmes que pour les personnes âgées, loin de là. 6% de personnes, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, âgées, finiront leur vie en fauteuil roulant. Et à ce stade-là, ce n'est pas forcément elles qui le manipuleront, donc auront besoin de grands espaces de giration et ainsi de suite. Et que donc, il est très important, effectivement, et c'est pour ça qu'on soutient autant et les pros de l'accessibilité donc de l'AFFB et Handibad de la CAPEB, parce que ce sera à l'artisan, soit aidé d'un ergothérapeute, soit tout seul, de savoir, je dirais, aujourd'hui, je prendrai quelques illustrations, mais adapter la réponse technique à un besoin. Alors les chutes, c'est vrai qu'on a tendance à dire, c'était une vieille étude de 2005, oui, la salle de bain est responsable de 46% des chutes. Et puis, il y a eu en octobre une étude de Santé publique France qui a remis en cause tout ça. Où on voit que la salle de bain quasiment apparaît en 5-6e position. Bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas eu le temps de la regarder de long en large et en travers. Alors, à la fois, c'était une étude sur le moment de la chute et puis le lieu de la chute. Alors, le moment, c'est souvent la toilette et l'habillement, ce qui me fait dire qu'il y a une incohérence avec le fait que la salle de bain, quand même, se retrouve en 5 ou 6e position. Mais pourquoi pas? On peut dire que l'habillement, ça se passe dans la chambre. Mais le fait est effectivement que la salle de bain n'est pas la seule responsable des causes. Il y a une certitude, c'est que c'est vraiment la pièce, bon, évidemment, qui peut être accidentogène de par la glissance, mais où aussi on commence à prendre conscience des limites fonctionnelles qu'on peut avoir avec des dysfonctionnements liés à des pathologies liées à l'âge. Hein. Donc ne plus pouvoir rentrer ou sortir de la baignoire et puis être en déséquilibre. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que la réponse n'est pas monolithique. Effectivement, on ne sort pas tout à fait encore, mais bientôt du plan Action Logement qui je dirais, a beaucoup travaillé sur la salle de bain. Mais il faut avoir conscience que l'habitat, ce n'est pas que la salle de bain, et il y a beaucoup de zones potentiellement de danger qu'il faudra regarder et si possible, le plus tôt possible, en avoir conscience le plus tôt possible pour pouvoir anticiper et malheureusement ne pas réagir toujours au dernier moment, ce qui est le cas actuellement. Et c'est évidemment, je vois tous les acteurs de la prévention autour du webinaire et je sais les efforts que vous faites au quotidien, mais il y aura besoin d'une... Moi, j'ai demandé une campagne de communication massive pour regarder son logement différemment, comme on l'a fait pour l'isolation des bâtiments, sur, voilà, je souhaite vieillir chez moi. Ça veut dire, est-ce que mon logement est bien accessible? Est-ce qu'il est sécurisé potentiellement? Ça ne veut pas dire faire les travaux tout de suite, mais c'est en avoir conscience. Et pour le faire, je dirais, pas dans l'urgence, au risque de se faire avoir par voilà, des gens mal intentionnés. Un habitat, je dirais, idéal, alors c'est un habitat effectivement accessible. Et il ne faut pas confondre accessibilité et adaptabilité du logement. Moi, tout ce que j'appelle accessibilité, c'est déjà pouvoir rentrer chez soi. Et je prendrai des exemples. Pour les immeubles collectifs, évidemment, c'est les parties communes. Et puis après, c'est simplement pouvoir monter sur son balcon, rentrer dans sa véranda. J'ai mis une photo de ma maison. Comme ça, vous verrez à quel point la mienne n'est pas accessible et qu'il faudra que je fasse quelque chose si je veux y rester. Bon. C'est un logement donc sécurisant. On en revient sur la sécurité domestique de base.
C'est un logement agréable à vivre. Là, c'est plus le côté sympa déco, mais ceci dit, ça a une importance. Massivement, les gens, quand on parlait d'adaptation du logement il y a quelques années, ben, on essayait de leur coller des solutions pour personnes à mobilité réduite. Ben, massivement, ils disaient on verra plus tard. Hein. Ça ne les intéressait pas d'inviter l'hôpital à la maison. Donc cette dimension esthétique est très importante. La façon d'en parler aussi. Hein. Je sais qu'avec les équipes de Christiane, Camille Mérès, pour ne pas la citer du PRIF, on avait souvent ce travail sur la sémantique. Voilà, on sait qu'on parle d'aide technique pour notamment des petits produits pour faciliter la vie au quotidien. Ben moi, quand on parle d'aide technique, j'ai l'impression d'aller chez le garagiste. Hein. Donc, on parle d'aide de confort, de bien-être, de ce qu'on veut, mais de choses plus positives. Et on sait que tous, on a un effort collectif à faire là-dessus. Comme je dis, prévenir, hein, c'est aussi séduire. Hein. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors, c'est vrai que nous, dans le privé, on est très férus de marketing pour séduire des clients, voire même séduire des artisans. Mais ça, c'est vraiment une compétence qu'on doit absolument partager les uns les autres. Un logement économe et responsable, c'est plus sur la partie transition énergétique, mais on voit bien que très souvent, les grandes transitions se rejoignent, et en plus sur les personnes âgées, qui sont en précarité énergétique, qui sont, je dirais, exclues du numérique et dans des logements dangereux. Un logement adaptable ou flexible, et je prendrai quelques exemples, et puis un logement donc communicant, et ça, on a vu à quel point ça devenait de plus en plus déterminant. Alors, on va attaquer un petit peu, pièce par pièce. L'accessibilité, effectivement, pour moi, c'est un préalable à l'adaptation du logement. Hein. Aujourd'hui, dépenser des dizaines de milliers d'euros pour adapter la petite maison. Alors, toutes les illustrations que vous verrez, hein, je les ai faites avec une graphiste pour essayer d'en parler de façon positive. Vous verrez tout un tas de schémas rigolos. Mais effectivement, adapter cette petite maison en haut de la colline où, à part, je dirais, mettre un funiculaire, ça risque d'être compliqué. Parfois, il faut se poser la bonne question. Hein. Si la personne est loin des transports, loin de tout, il faut, alors, à minima, je dirais, lui dire qu'il existe des formes d'habitat intermédiaire et qu'on peut l'accompagner. Si elle veut rester chez elle, c'est son droit, mais qu'elle connaisse les limites de son logement. Et donc, voici une entrée de chez moi, hein, donc effectivement avec ces marches qui poseront problème, une véranda avec une porte coulissante très difficile. C'est juste dire que je ne vais pas attendre d'avoir 80 ans pour voir les limites de mon habitat. Hein. Et aujourd'hui, c'est cette dimension préventive qui nous manque. Et parmi les sujets qu'on a pu discuter avec Luc, c'est d'avoir effectivement un regard d'un professionnel, ergothérapeute ou d'un professionnel formé, pour lister tout ce qu'on appelle, nous, dans le bâtiment, les points singuliers liés à l'adaptation du logement, tout comme on a des points singuliers liés à l'isolation du logement, pour dire, voilà, potentiellement, votre logement, il y a 10, 15 points qui pourront poser problème, l'escalier trop étroit, mal éclairé, les 3 marches devant la véranda qui ne s'ouvrent pas, en plus avec la petite marche de ressaut dans la véranda, et ainsi de suite. Hein. Donc que les gens, je dirais, sachent finalement, quelque part, les solutions, mais dans quoi ils s'embarquent pour le bien vieillir chez eux, tout simplement. Alors, également, il n'y a pas de réponse monolithique, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de réponses. Hein. Je prends l'exemple de la douche, comme je pourrais prendre, je dirais, tout un tas d'exemples, mais l'adaptation peut aussi suivre l'autonomie. Donc là, j'ai mis trois grands schémas. Ça peut être effectivement des petites aides de confort, comme équiper une baignoire d'un marchepied et d'une poignée de baignoire qui coûte moins de 100 €, tout ça, pour sécuriser, je dirais, l'entrée et la sortie dans la baignoire. Après, ça peut être effectivement des cabines de douche ou des douches. Alors, on verra tout un tas de schémas que j'ai fait faire à des ergots qui peuvent être adaptés, jusqu'à la douche vraiment conçue pour l'aidant, hein, avec des demi-parois et ainsi de suite. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut savoir aussi grader notre réponse face aux besoins de la personne âgée et de son écosystème et de ses finances, hein, pour, je dirais, apporter la bonne solution. Alors, on sort de notre campagne Action Logement, là, où on en sortira au mois de mai, et il y a eu énormément, évidemment, de remplacement de baignoires par des douches. On a dû en faire pas loin de 100 000 en un an, donc en tout cas, au mois de mai, ça sera 100 000 en un an, et c'est assez historique. Bon, j'imagine malheureusement que dans ces 100 000, il y aura un petit peu à boire et à manger en termes de qualité et de pérennité des installations.
Donc, j'ai travaillé avec les ergots de la ville du Havre, de la NFE, Association nationale française d'ergothérapie, pour essayer de schématiser. Et ça, c'est des projections que je fais, notamment dans des formations ou des sensibilisations aux artisans, pour dire, voilà, il y a tout un tas d'installations de douches qui sont, je dirais, à proscrire. Bon, évidemment, les douches trop hautes, les douches de largeur d'accès, tout ce qui est cabine en angle, je dirais, ce n'est pas rendre service à la personne. Vaut mieux un rideau de douche pour qu'elle puisse avoir une large, largeur de passage. Des douches en haut à droite, alors celle-là, en plus, elle a été présentée à l'Élysée comme le miracle, où on voit que le siège est face à la vitre, où l'aidant, s'il veut accéder à la robinetterie, il doit passer par-dessus la personne qui est assise par-dessus le siège. Parenthèse, le siège n'est pas obligatoire. Beaucoup d'aidants préfèrent juste un tabouret pour faciliter, je dirais, leur activité de toilette avec la personne âgée. Et puis tout un tas de cabines qu'on trouve encore dans le commerce, soi-disant avec des équipements de sécurité intégrés, moulés, hein, mais en fait souvent des sièges en plastique, glissants, donc qui deviennent à un moment donné à la fois non évolutifs par essence, parce que on ne va pas pouvoir fixer de barres de maintien dans des parois en plastique, mais en plus déjà dangereux de par leur conception, puisque beaucoup de sièges glissent. Donc effectivement, déjà ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, hein. Donc après, il y a tout un tas de choses à savoir. C'est vrai que on préfère installer les chaises dans les grandes longueurs. Alors, la douche à l'italienne, tout le monde l'a à l'esprit. C'est pas possible partout, il faut le savoir. Et aujourd'hui, pour une personne âgée qui n'est pas forcément en fauteuil roulant et qui peut encore, je dirais, se déplacer seule, les ergothérapeutes, traditionnellement, acceptent une entrée de douche jusqu'à 14 cm, par exemple. Donc, une douche surélevée au 3e étage d'un vieil immeuble, c'est faisable, il existe des solutions avec pompe. Mais enfin, voilà. Mais il y a quand même des codes à respecter dans l'implantation d'une douche pour qu'elle soit, je dirais, utilisable, à la fois en confort et sécurité pour l'usager lui-même, mais aussi pour ses aidants, le plus longtemps possible. Alors évidemment, tout n'est pas là, mais voilà, il faut avoir des réflexes quand on va adapter la salle de bain. En bas à droite, justement, une salle de bain que je viens de finir de faire chez moi. Donc j'anticipe, vous voyez, il y a un siège, il y a tout. Je sais déjà d'ores et déjà qu'un jour, il faudra que je change la paroi de douche, hein. La largeur de passage est trop étroite, mais bon, ça ira bien jusqu'à ce que j'en ai vraiment besoin. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on est capable de faire de l'adaptation un peu sympa avec des produits, à la fois esthétiques et pas très onéreux en plus, pour donner envie aux gens d'avoir une salle de bain sympa, mais qui pourront les accompagner jusqu'au bout de la vie. Alors, pareil aussi, j'ai fait ces séquences de chantier pour parler de 2 sujets. Alors, il y a tout un tas de solutions, hein, pour effectivement, c'est vrai qu'on sait par exemple que les personnes âgées n'aiment pas trop qu'on investisse leur logement une semaine, 15 jours. On a tous en tête des souvenirs de travaux qui se sont ou éternisés ou moyennement bien passés. Ça fait du bruit, ça fait de la poussière, enfin bon bref. Donc l'idée, voilà, c'était de montrer qu'on était capable, par exemple, de créer des douches rapidement en créant des contre-cloisons sans toucher au carrelage. Mais c'est aussi pour montrer quand même que c'est des travaux impliquants. Et puis la mise en œuvre, là c'est l'artisan qui a travaillé chez moi, c'est aussi avoir conscience qu'on ne va pas fixer des barres et des sièges dans n'importe quel support. Il est toujours très important de renforcer, je dirais, les murs, alors que ça soit de la salle de bain, mais ça peut être des couloirs si on prévoit de mettre une main courante, par des matériaux adaptés. Là, évidemment, j'ai mis un produit Saint-Gobain, mais nos concurrents en font aussi, qui sont des plâtres, des plaques de plâtre, hein, résistantes et étanches, qui ont la résistance d'un mur de briques, hein, qui ont aussi l'avantage de résister, notamment pour les personnes en fauteuil roulant ou les lits médicalisés, au choc, hein, qu'il peut y avoir dans les couloirs, dans les chambres et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est bien et là je parle pour les artisans, une connaissance fine, je dirais, du bâti. Il y a des normes, hein, de résistance, hein, notamment des cloisons, donc il faut bien les respecter. La slide suivante, alors pareil pour la partie importante des lavabos, il faut savoir que très souvent, hein, c'est ce qu'on appelle des points d'appui naturels, et les personnes âgées s'appuient, hein, dessus pour se relever ou pour se mouvoir. Donc tout comme on renforce effectivement les murs des douches pour que effectivement on n'ait pas de surprise avec les sièges de douche. Alors les sièges de douche, nous on préfère souvent qu'ils aient un pied, hein, parce qu'une personne âgée aussi aura tendance à se laisser tomber sur le siège.
Quand ce n'est pas possible, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière avec une dame de très petite taille, on a été obligé de mettre un strapontin sans pied pour l'adapter à sa hauteur idéale. Et bien là, il faut vraiment que je dirais le support s'adapte. Donc c'est pareil, hein, tout ce qui pourra servir de support à une personne âgée doit être renforcé par des consoles ou par des cloisons doublées de matériaux conçus pour ça. Alors ensuite, j'insiste aussi sur ce que je disais tout à l'heure. Très souvent, notamment pour les pertes d'autonomie évaluées GIR 4 et moins, il y a l'intervention d'un ergothérapeute. Ça, c'est un message que je passe à mes amis artisans, c'est de leur dire par pitié, respectez-les, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de ne pas respecter et d'avoir un équipement qui ne sera pas adapté. Le dessin de droite, je l'ai fait faire parce qu'aujourd'hui, par exemple, comme la norme PMR veut qu'on installe des toilettes d'une hauteur de 48 cm pour les personnes à mobilité réduite, très souvent, on se retrouve avec des artisans qui mettent des toilettes à 48 cm dans des toilettes de personnes âgées. Quand vous êtes de petite taille, je suis désolé, mais c'est dangereux. Hein, ça peut vous mettre en position de déséquilibre et donc de chute dans les toilettes, qui est aussi une des causes des chutes. Donc, et si jamais, effectivement, parce que nous, dans le monde de la construction, on sait très bien que la rénovation, rien ne se passe comme on voudrait, et bien, avant de faire quoi que ce soit, on en échange avec des experts au niveau de l'accompagnement de la personne. On ne va pas faire des artisans, des ergothérapeutes, ce n'est pas leur métier. Eux, leur métier, c'est la qualité des ouvrages, à la fois esthétique et surtout technique, la durabilité dans le temps. Mais on ne peut pas se permettre, je dirais, on a charge d'âme quelque part, je dis, avec les gens qu'on nous confie pour adapter leur logement. Donc c'est pour ça que le réflexe, et donc ça je ne vais pas déflorer la présentation de la FFB, mais c'est d'avoir recours à des artisans qui ont fait une démarche, suivi une formation. Il y en a quelques-unes, un pro de l'accessibilité, Handibat Silverbat, et la qualification Calibat, alors 91-71, qui est celle sur l'accessibilité. Et si on ne sait pas, ne pas hésiter à décrocher son téléphone et appeler les fédérations qui vous orienteront, si on n'est pas à l'aise, je dirais, avec Internet, pareil, hein, mais ne pas je dirais, lésiner sur la qualité, je dirais, de la main-d'œuvre. Ensuite, alors. Excusez-moi, monsieur Arnaud, il vous reste quelques minutes. Oui, je vais accélérer. Merci. Gros sujet de déambulation lié, alors, notamment à l'éclairage. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il existe tout un tas de systèmes d'automatisation de l'éclairage et puis le fait aussi que, je dirais, il faille ranger son logement et pas avoir des fils qui traînent partout. Ensuite, j'accélère. Donc, pareil, ne pas hésiter à multiplier les points d'appui, hein, toujours avec des cloisons renforcées, mais ça peut être des mains courantes au point de passage, je dirais, les plus fréquentés par les personnes. Une main courante n'est pas dédiée qu'à l'escalier. Hein. En position horizontale, on peut très bien la mettre dans un couloir. Ensuite, il existe tout un tas d'accessoires aussi pour sécuriser la glissance des escaliers. Et c'est des accessoires qui coûtent une dizaine d'euros, des stabilisateurs de glissance du sol sans avoir à changer le carrelage. Donc tout ça, effectivement, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, il y a tout ce qui sera élévation verticale. Parfois, alors, la maison peut être adaptée, mais on ne peut pas faire de plein pied. Il faut savoir tout ce qui existe aujourd'hui. Donc si je prends ma véranda où je ne peux pas accéder, peut-être que si j'ai le malheur ou la chance de vieillir très vieux mais en fauteuil roulant, il faudra que je pense à une plateforme élévatrice. Se développent de plus en plus des systèmes de monte-escalier, notamment, je dirais, là c'est la système manuelle hein, qui permettent de sécuriser la montée ou la descente d'escalier, mais de continuer de faire de l'exercice parce que c'est très important. Et puis évidemment, les monte-escaliers électriques. Donc tout ça existe. La cuisine, peu de choses à dire, si ce n'est que d'avoir à portée de main tout ce qu'on peut, hein, et notamment les micro-ondes, et apprendre à ranger différemment. C'est pas à 80 ans qu'on va changer une cuisine et qu'on va y mettre des choses hyper techno qui montent et qui descendent. C'est un investissement qui n'a pas lieu, qui est absolument nécessaire pour des jeunes personnes handicapées, mais pas forcément pour des personnes âgées. Mais ça peut être tout simplement faire rabaisser les meubles hauts à la bonne hauteur et apprendre à la personne à ranger différemment et pas aller monter sur un escabeau branlant pour aller chercher une soupière qui est très affective, mais dont on ne se sert plus, quoi. Voilà. Les bons réflexes aussi, et là on rentre dans le champ de la prévention, Christiane en parlera, mais il existe des sites aujourd'hui, je cite ces deux-là, mais notamment Mieux Vivre Son Logement, donc des caisses de retraite, qui, je dirais, notamment d'Île-de-France, qui proposent une visite hein, et de résumer finalement quelque part tout ce que j'ai pu dire, et puis l'Agence nationale pour l'habitat,
qui a toujours ce guide, alors qui n'est plus tout à fait à jour, mais dont les conseils restent valables, qui est téléchargeable sur Internet, et donc que vous pouvez aller télécharger, et qui est vraiment une bible de base de tout ce que je viens de vous raconter. Dernière chose, alors, Action Logement, alors les aides, pardon, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a beaucoup. Il y a l'Agence nationale pour l'habitat, il y a la CNAV, évidemment, il y avait Action Logement. Reste qu'elles sont encore pas assez connues, très complexes et à cheval sur plusieurs administrations. Donc il y a un vrai sujet de réflexion. Le fait est, c'est que l'ANA et tous les acteurs ont publié cette petite brochure qui est très bien faite, qu'on peut télécharger sur le site de l'ANA, qui résume toutes les aides qui vont des packs petites aides de confort à des plus gros travaux. Je fais une parenthèse sur Action Logement. Les partenaires sociaux, l'État, ont souhaité réinvestir une partie de l'enveloppe initiale dans la construction de logements sociaux, ce qui est louable. On est très en retard et dans la construction neuve et dans le logement social. Donc, on ne peut pas discuter cette discussion. Bon, le fait est, c'est que de 200 000, on passe à 100 000 douches. Cette aide a eu le mérite de montrer que les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. Dès qu'on leur parle d'un sujet, qu'on les accompagne et qu'on les aide, ils anticipent les travaux. Bon, le fait est, c'est que fin mai, on revient dans quelque chose de plus complexe. Donc bon, c'est un petit peu les sujets des réflexions qui commencent ce soir à 16h. Dernière chose, et j'insiste lourdement dessus, c'est pour ça que je vous ai envoyé la protection du consommateur, parce qu'aujourd'hui, effectivement, qui dit marché des personnes âgées, là avec le Synapse, on aura un truc, Silver Economy, le prochain Eldorado. Bon, ça veut dire que plus il y aura de personnes âgées, plus il y aura, je dirais, de tentatives d'escroquerie. Elle pèse déjà pas loin de 70%, je dirais, des vols par ruse, de tout un tas de choses. Et donc, il faut vraiment adresser le sujet. On y travaille avec notamment l'agence Qualité Construction, 60 millions de consommateurs et les associations, mais c'est important. Et puis, chasser les fausses bonnes solutions. J'ai mis une baignoire à porte. Parfois, c'est intéressant, mais voilà, un coup, c'est une baignoire. Ça se termine en douche, c'est un peu cher pour ce que c'est, donc voilà, mais vraiment aussi alerter sur des produits moyennement recommandables. J'en ai terminé, Jade. Merci, monsieur Merci Arnaud, directeur Silver Economy chez Saint-Gobain. Nous allons maintenant passer la parole à madame Flouquet, Christiane, directrice Action sociale Île-de-France à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Oui, bonjour à tous, et donc désolée de ne pas avoir de caméra, mais le plus important, je crois, c'est l'information que la CNAV peut apporter. Tout à fait. D'abord, peut-être dire que l'avantage de passer après Jean-Philippe, c'est qu'il a tout dit, donc merci Jean-Philippe pour tous les messages que tu as pu apporter et qui prouvent aussi la vraie complémentarité nécessaire sur le champ de l'habitat. Chacun a un rôle à jouer et l'articulation entre chacun est indispensable. Ce webinaire le prouve. Peut-être en passant rapidement donc, sur les premières slides qui rappellent déjà le poids de l'assurance retraite dans la sécurité sociale. Ça, c'est juste un petit rappel historique. Jean-Philippe était parti de beaucoup plus loin, de 500 ans auparavant. Bon, moi, je me contente de la photographie de l'écosystème sécurité sociale avec le poids de l'assurance retraite qui est un réseau de caisses qui en région s'appelle les CARSAT et en Île-de-France, c'est la CNAV au niveau national et en même temps une caisse régionale qui est donc Assurance Retraite Île-de-France. Si on passe sur le slide d'après, simplement sur la définition et le rôle de la CNAV sur le champ de la prévention, c'est un rôle qui est primordial, qui a été décidé par la loi en 2001, avec en complémentarité de la création de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a donné au département un rôle de pilote de l'action sociale et qui a transféré aux caisses de retraite de base un rôle spécifique sur le champ de la prévention, parce que qui dit prévention de la perte d'autonomie, c'est aussi apporter une politique qui va
garantir une vie le plus longtemps possible en bonne santé. Et donc, ce sont toutes ces actions-là de prévention sur lesquelles l'assurance retraite a un rôle à jouer, avec 3 cibles d'intervention qui sont aujourd'hui schématisées, que vous voyez. D'une part, vis-à-vis des jeunes retraités lors du passage à la retraite, mais également ensuite à côté de tous les retraités autonomes, on parle des retraités installés dans la retraite, le terme n'est pas très joli, mais c'est comme ça, et puis les retraités fragilisés, donc ceux qui ne sont pas encore dépendants, mais qui risqueraient de basculer vite si on ne les accompagnait pas. Et donc, à travers ces différentes cibles, 3 niveaux d'intervention avec beaucoup de conseils et de sensibilisation, un développement d'actions collectives de prévention et l'accompagnement des retraités les plus fragiles. Et c'est bien sûr dans ce cadre-là qu'on parlera des aides financières que nous pouvons apporter. Le premier point, donc si on passe, donc peut-être un rappel sur les chiffres par rapport à cette politique-là. Là, on parle vraiment de l'Île-de-France, avec donc des chiffres liés au nombre de retraités, 1,9 million retraités en Île-de-France, du régime général en tout cas. Ensuite, avec une politique de prêts et de subventions qui sont accordées vis-à-vis de pour renforcer une politique de logement intermédiaire, parce que comme cela a été déjà dit et comme nous en sommes convaincus, le maintien à domicile ou domicile privé, même s'il est le souhait des retraités, même s'il est le souhait de toute la société, a une limite, c'est la capacité d'adaptation. Et donc, il est tout à fait raisonnable d'imaginer un logement alternatif avant l'EHPAD, que sont les logements dits intermédiaires, qui peuvent être des résidences autonomie, des résidences intergénérationnelles, des logements dits inclusifs, comme aujourd'hui on en parle beaucoup. Et dans ce cadre-là, une politique aussi de soutien à l'innovation que l'assurance retraite apporte en Île-de-France, avec un appel à projet une fois par an autour de l'innovation. Alors pas uniquement sur l'habitat, mais aussi sur le lien social, mais en tout cas, un bilan 2020 qui était positif, puisqu'il y a eu 12 projets soutenus, avec une enveloppe financière d'à peu près 565 000 euros. Voilà, donc un engagement financier très fort de l'assurance retraite Île-de-France sur ce champ-là. Donc, si on revient, et c'est la slide d'après, sur la politique d'action sociale, elle se fait sur 3 niveaux. Donc, la sensibilisation des retraités, l'adaptation des logements individuels, le développement des lieux de vie collectifs. Sensibiliser les retraités, c'est donc leur parler le plus tôt possible de prévention et de l'intérêt d'avoir un logement, d'un logement adapté, en tout cas d'un logement qui leur permettra de mieux vivre le plus longtemps possible. Et cette sensibilisation, nous considérons qu'elle doit être faite du fait de notre domaine d'intervention réglementaire au moment du passage à la retraite. Et bien entendu, on peut espérer que le message est collectif et transversal, et que même avant le passage à la retraite, tous les citoyens, tous les salariés seront convaincus de l'intérêt de l'adaptation de leur logement. Et je pense que c'est peut-être une des leçons positives de la crise sanitaire que nous venons de traverser, c'est que tout le monde a appris à voir son logement comme un lieu de vie toute la journée, y compris pour le travail, et donc a peut-être aujourd'hui un regard un peu différent sur son logement. En tout cas, la CNAV, enfin l'assurance retraite, souhaite informer dès le passage à la retraite, et elle le fait avec une série d'outils que la slide d'après pourra développer. Alors, Jean-Philippe l'a évoqué, un site qui s'appelle J'aménage mon logement, qui a été conçu en Île-de-France par le PRIF, donc le groupement interrégime créé entre la CNAV, la MSA et l'ex-RSI,
Et ce site se veut le plus ludique possible et en tout cas apporter des messages qui sont forcément des messages positifs autour du logement. Et je vous inviterai à y aller parce qu'il est plutôt bien fait. Voilà, et qu'il apporte donc ces messages qui ne sont pas des points de vigilance, mais plutôt des points d'attention pour avoir un regard le plus positif possible sur son logement. Autre axe de sensibilisation au logement, c'est encore le PRIF qu'il apporte. Donc on peut passer sur le site, sur la slide d'après, et donc avec une mission que le PRIF s'est vu dévolue donc par les caisses de retraite, qui est de créer des ateliers de sensibilisation à l'aménagement du logement. Alors avec bien sûr la maquette qu'on a évoquée, mais également avec des ateliers collectifs de prévention à travers un atelier qui s'appelle Bien chez soi, que nous avons mis en œuvre depuis la création du PRIF, donc depuis 2011, en lien avec Solia, et qui aujourd'hui se transforme. Nous sommes en train de finaliser une refonte de cet atelier en l'ouvrant d'ailleurs à d'autres opérateurs qui seront labellisés PRIF et qui nous permettront d'en faire encore davantage, parce que c'est parce que les personnes se retrouvent ensemble, donc avec cette notion de lien social, qu'elles partageront d'une manière encore plus forte cette adhésion à la sensibilisation à l'aménagement du logement. Voilà, donc d'autres actions bien sûr que nous portons, peut-être aussi rappeler effectivement que nous avions dans le cadre de forums, nous avons nos forums de bien vieillir, bien vivre sa retraite que nous développons en Île-de-France, mais aussi des grands salons comme le salon des seniors et le salon des services à la personne, et nous avons pu d'ailleurs avec Jean-Philippe Arnoux, créer un vrai espace habitat dans le cadre du Salon des seniors qui a pu nous conforter dans l'intérêt de la sensibilisation sur les logements. Donc voilà, plusieurs actions. Donc ça, voilà les petits outils que nous avons. Nous avons une brochure qui s'appelle « Les clés d'un logement confortable ». On a l'offre du PRIF avec son atelier de sensibilisation à l'adaptation du logement, sachant que depuis cette année, nous avons aussi décidé qu'à l'issue de cette offre d'atelier bien chez soi, chaque retraité participant, quel que soit donc son régime de retraite, pourra bénéficier d'une visite d'ergo. Et donc ça, c'est aussi un moyen d'accessibilité et d'adhésion qui nous paraît indispensable. Donc ces actions collectives de prévention sont importantes. Donc voilà, ça c'est toutes les brochures que nous mettons à disposition pour renforcer cette adhésion à l'adaptation du logement le plus tôt possible. L'appel à projet, je l'ai évoqué tout à l'heure, et donc ça, on peut peut-être passer dessus, puisque simplement dire que dans le cadre du soutien à l'innovation, notre idée à l'innovation et à l'adaptation des logements, notre conviction, c'est que un projet pour être développé, d'abord il doit être expérimenté avec le droit à l'erreur qu'on peut avoir, mais aussi avec un accompagnement fort que l'écosystème nous permet d'avoir, avec des partenariats que nous développons avec le Silver Valley, avec France Active, avec la Caisse des dépôts, notamment parce qu'il est important que les projets non seulement soient expérimentés, mais qu'ils aient des lieux d'ancrage, et c'est grâce à nos partenariats différents que nous pouvons développer ces projets. L'adaptation des logements individuels, en fait, du coup, dans cette partie concrète, nous la faisons sous deux aspects. Alors, l'aspect historique qui rejoint la mission que j'évoquais tout à l'heure d'accompagnement des plus fragilisés. Donc ça, c'est pour les personnes qui font une demande de financement à la CNAV, de solvabilisation de leur aide à domicile. Et dans ce cadre-là, une visite d'ergo est possible. Elle sera d'ailleurs articulée en lien avec la GIRCARCO, parce que lorsque la personne a plus de 75 ans, nous orienterons aujourd'hui les visites d'ergo vers l'offre de la GIRCARCO, mais ensuite également des financements d'aides, des fameuses aides techniques qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui peuvent être des équipements de confort.
On est parti aussi de ce constat, je crois que vous partagez tous, qui est que malheureusement, lorsque les personnes fragilisées nous demandent une solvabilisation de leurs travaux, c'est parfois trop tard. Et donc, sans parler d'absence de retour sur l'investissement, qui est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, lorsque les travaux ont lieu parce qu'il y a déjà eu une chute, c'est un constat d'échec. Donc, l'idée pour nous est plutôt de travailler davantage en amont pour que justement ces visites d'ergo, ces solvabilisations de travaux se fassent plus tôt, notamment à l'occasion du passage à la retraite, de l'atelier du PRIF notamment. Mais c'est parce que nous avons aussi cette conscience-là que nous avons développé en Île-de-France un partenariat renforcé avec le parc social en leur proposant une convention particulière. Donc aujourd'hui, nous sommes conventionnés avec la quasi-totalité des bailleurs sociaux d'Île-de-France. Donc ça, c'est le slide d'après, si vous voulez bien, qui nous permettra de participer à la politique d'adaptation des logements que les bailleurs sociaux se sont engagés à faire, d'une part en répondant à des demandes spécifiques de leurs locataires, mais aussi d'une manière plus globale en fléchant un certain nombre de logements particulièrement bien adaptés, quel que soit l'âge de la personne. Bien entendu, on est toujours dans ce constat qu'un logement adapté, si son environnement social n'est pas le bon, ni son environnement physique n'est pas bon, ça ne sert à rien. Et donc, notre soutien aux bailleurs sociaux s'inscrit dans la réflexion que les bailleurs eux-mêmes ont sur le parcours résidentiel de leurs locataires, c'est-à-dire que, comme cela a été évoqué précédemment, il est évident qu'un superbe logement adapté au 6e étage sans ascenseur, ce n'est pas forcément la bonne idée. D'où l'intérêt de sensibiliser davantage les locataires via donc le propriétaire qui est le bailleur social à l'intérêt de faire des travaux. Mais lorsque l'intérêt est prouvé, la CNAV va pouvoir souscrire à son financement d'une manière large. Elle va d'ailleurs renforcer cette politique de prévention en complétant le financement des travaux faits par le bailleur social, donc dans la limite de 3 500 €, par une offre globale autour des ateliers collectifs portés par le PRIF, et également aussi par une offre originale. C'est la première année que nous faisons ça et nous en sommes très, très fiers, de visites de prévention qui seront proposées aux locataires ayant bénéficié de travaux et qui pourront avoir un regard un peu plus global sur la prévention qui peut être apportée. Voilà, donc ça c'était aussi pour nous un axe important. Donc si on résume les aides de la CNAV, les conseils de prévention, les kits de prévention, les travaux eux-mêmes, peut-être que sur les kits de prévention, un rappel sur le fait qu'il s'agit effectivement de forfaits qui peuvent être proposés avec des niveaux différents suivant la motricité et les besoins des personnes, mais avec une bienveillance particulière sur des kits de prévention vraiment en amont. On a d'ailleurs soutenu, par exemple, Paris Habitat qui propose un kit Access Prévention pour tous ces nouveaux locataires ayant 65 ans. Voilà, c'est une manière ludique et intéressante de parler de logement adapté sans être stigmatisante, et aussi de préparer les retraités à avoir un nouveau regard sur leur logement. Voilà les axes sur lesquels et les aides proposées telles que vous les retrouverez dans les slides que
que j'ai proposé, que vous voyez aujourd'hui. Donc, le partenariat avec les bailleurs sociaux, donc ça c'est ce que je viens de dire, c'est donc un financement pour les bailleurs sociaux, hein, autour des travaux, autour des prestations d'ingénierie, autour des équipements innovants et une offre complémentaire qui porte sur ces différentes actions. Et puis aussi donc des aides qui peuvent être apportées sur le logement intermédiaire. Donc là, c'est une slide rapide sur la forte augmentation des aides telles qu'on a pu les apporter depuis quelques années. Donc vous voyez avec un saut important qui a pu être fait grâce à notre partenariat avec les bailleurs sociaux. Et par contre, hein, et aussi, remarquer que les aides individuelles aujourd'hui ne sont pas forcément très élevées, encore une fois parce que les besoins sont repérés trop tard lorsque les retraités sont souvent trop fragilisés. J'imagine que Jade me rappelle à l'ordre, voilà. Oui. Non, simplement pour finir sur le fait que l'autre âge, c'est le développement des lieux de vie collectifs, c'est les résidences autonomie, c'est les logements intergénérationnels, avec cette politique de prêts et de subventions que nous pouvons apporter. Nous avons tous les ans un plan d'aide à l'investissement qui est national et que nous répercutons en Île-de-France. Le calendrier cette année va être un peu plus tôt, donc j'invite chacun à suivre avec attention ce calendrier parce que ces subventions qui peuvent être importantes et qui dépassent les subventions régionales s'ajoutent aux prêts que la CNAV peut apporter et qui peuvent aller jusqu'à 50% du coût total des travaux. Voilà donc très, très globalement dressé notre offre de service. Voilà, je vais en rester là, Jade, et je répondrai aux questions plus tard si nécessaire. Merci Madame Flouquet, directrice action sociale à la Caisse d'assurance nationale vieillesse. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Fabien Dorat, qui est président de la Fédération française du bâtiment. Monsieur Dorat, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Jade, merci à Essonne Développement pour cette initiative de ce webinaire très intéressant ce matin. Je vais faire très très court parce que je sais que le timing qui avait été défini par Laurent est déjà bien entamé. Donc, je vais vous la faire assez simple, très rapidement pour vous présenter la Fédération du bâtiment. La Fédération du bâtiment, c'est 50 000 entreprises au niveau national adhérentes à notre réseau, dont 35 000 artisans. Et de façon plus locale, sur la Fédération du bâtiment, nous avons 850 adhérents, 900 adhérents et 8000 entre 8500 et 9000 salariés représentés en fonction des périodes et des comptages. Donc voilà, donc une force intéressante d'entreprises disponibles pour la mise en place de certains travaux et notamment ceux de l'accessibilité. Et je vais donc vous dire très rapidement que la profession s'est mise en place pour répondre aux besoins de l'accessibilité dans les logements anciens, mais aussi dans les logements neufs. Mais le patrimoine bâti, bien évidemment, a besoin d'être réhabilité pour permettre aux personnes les plus âgées, mais vous l'avez dit, les différents intervenants l'ont dit, rester le plus longtemps possible chez eux dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité maximale. À ce titre, a été développé, et vous le voyez ici, un label qui s'appelle les pros d'accessibilité, qui est régi par Calibat, qui est un organisme de qualification professionnelle et certification, et qui répond à un certain cahier des charges. Alors, je vous ferai l'affront de vous le développer aujourd'hui parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et puis beaucoup le connaissent. Sachez juste que les entreprises et les artisans qui s'inscrivent dans cette démarche sont des entreprises qualifiées, qui sont des entreprises qui sont formées et qui savent répondre donc aux exigences de la réhabilitation de logements dans ce cadre. Nous avons créé donc 2 sites internet, 2 sites qui sont dédiés essentiellement aux particuliers et aux entreprises. Les particuliers peuvent y trouver tous les renseignements qu'ils ont besoin et des aides pour entamer leurs travaux, des solutions aussi de financement et voir aussi à quel titre ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt dans le cadre de leurs travaux de rénovation et de mise aux normes d'accessibilité.
Et puis un site aussi pour les entreprises qui permettent aux entreprises d'être référencées pro d'accessibilité quand ils auront suivi la formation et quand ils auront été qualifiés par, donc, comme je vous disais tout à l'heure, Calibat. Et puis un autre site qui a été mis en place pour faire de la formation pour les entreprises, pour qu'elles puissent répondre aux exigences, et Jean-Philippe l'a très bien dit tout à l'heure, aux exigences de la réhabilitation en milieu ancien, entre guillemets, et qui pourront permettre d'adapter le logement rapidement. Donc voilà, donc très vite là-dessus. Et puis sur ce site-là, vous trouverez donc un annuaire de l'ensemble de des entreprises qui sont qualifiées et qui pourront répondre à toute la demande. Voilà, très rapidement, je peux, pour conclure, vous dire que la FFB a su s'organiser, ses adhérents aussi, et que nous sommes tout à fait prêts à répondre aux exigences et à la nécessité de réhabiliter le patrimoine. Voilà, très rapidement. Merci. Merci, monsieur. J'ai fait vite, Jade. J'étais très vite. Merci, voilà. Monsieur Dora, président de la Fédération française du bâtiment. On va maintenant passer la parole à madame Amel Émilie, qui est chef du secteur contingent et parcours résidentiel à la direction de la ville et de l'habitat. C'est à vous, madame Amel. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je vais parler en effet des aides à la pierre que peut attribuer le département à la fois dans le parc social et dans le parc privé. Voilà, donc en fait, ces aides sont inscrites et prévues dans le cadre de son plan départemental du logement et de l'habitat sur la période 2018-2021. Donc il est actuellement en cours de renouvellement. Pour dire quelques mots sur ce document, donc déjà, ça comprend la politique habitat du département qui se décompose donc en 4 axes d'intervention qui sont promouvoir les équilibres territoriaux et concentrer l'action du département, où là, l'objectif, c'est de promouvoir, en tout cas, c'est cet axe-là qui comprend les appels à projets en faveur du développement du parc social sur le territoire. Un deuxième axe concerne l'accompagnement des parcours résidentiels des publics prioritaires du département, où là, il s'agit de soutenir le développement du logement social, par exemple d'insertion, mais également de soutenir le développement de solutions pour les jeunes, pour les personnes âgées ou personnes en perte d'autonomie ou personnes handicapées. Ensuite, on a un troisième axe qui est orienté sur la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique. Et une dernière action un dernier axe qui comprend des actions transversales, avec notamment la mobilisation du contingent départemental en faveur des publics prioritaires. À noter qu'il s'agit d'une politique volontariste voilà, du conseil départemental. L'habitat n'est pas une compétence obligatoire des départements. Alors, au sein de ce plan, on a donc 2 actions qui s'orientent vis-à-vis pour promouvoir en tout cas et apporter des aides au logement adapté et adaptable. Donc, on a cette action 2.3 qui est développer des réponses adaptées et innovantes au public prioritaire du département. Donc, dans cette action, il s'agit pour le département de soutenir la diversification de l'offre de logement sur son territoire et également de soutenir la création de logements adaptés aux besoins des publics prioritaires. Donc, les publics prioritaires, c'est à la fois les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, les personnes handicap, mais aussi voilà, alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les publics cumulant des difficultés d'insertion. Alors, pour bénéficier de ces aides qui sont à destination des bailleurs sociaux, on a un appel à projet numéro 3. Donc, voilà, il y a 3 appels à projet. Les 2 premiers concernent le parc social, la construction du parc social à la fois au sein des communes SRU, et puis un appel à projet numéro 2 qui concerne plus spécifiquement les programmes de logements sociaux s'agissant de petites opérations dans les zones rurales, notamment. Et donc, on a cet appel à projet numéro 3 qui est plus particulièrement destiné à la production de logements abordables, adaptés ou innovants sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc par rapport aux chiffres, donc il y a un objectif de 280 logements à réaliser sur la période 2018. C'est toujours la diapo précédente, sur la période 2018-2021. Donc ça, c'est un objectif que s'est fixé le département. Et par rapport aux aides,
cet appel à projet, si un programme est éligible à cette aide, il s'agit d'une majoration des aides sur les logements PLUS et PLAI, donc au titre du logement innovant, abordable ou adapté, qui est à hauteur de 3 000 € par logement. Peut-être pour préciser ce qu'on entend par logement innovant, il s'agit de tout ce qui concerne des modularités, de la connectivité ou l'expérimentation aussi d'une démarche d'habitat inclusif. Le logement abordable, il s'agit des logements à loyer maîtrisé, avec une réduction de moins 3% du niveau des loyers au regard des plafonds et marges locales accordées. Et enfin, ce qui nous concerne peut-être davantage aujourd'hui, le logement adapté ou équipé, où là, voilà, ça concerne donc les adaptations pour les personnes âgées, en perte d'autonomie ou handicapées, au-delà des obligations réglementaires, et puis également le logement pour les jeunes. Donc il s'agit vraiment d'une majoration voilà, sur les programmes. Alors, quelques exemples. C'est vrai qu'il n'y a pas, j'ai pas de photos ou des choses comme ça. C'était vraiment pour donner quelques chiffres sur les réalisations. Donc, je les ai toutes citées. Donc, ça comprend également des réalisations pour les personnes précaires. Mais par rapport aux personnes âgées, on a, sur la période 2018-2021, financé 6 résidences intergénérationnelles. Voilà, donc avec 135 logements adaptés et équipés pour les personnes âgées. Donc les bailleurs sociaux, pour les citer, qui ont réalisé ces programmes ou qui sont en cours. Voilà, il s'agit de CDC Habitat, Erilia, Antin Résidence et San Habitat ou I3F. Voilà, et je vais moins passer sur les 3 autres qui concernent plus des réalisations à destination des publics avec des troubles psychiques stabilisés. Voilà, les résidences sociales pour un public aussi dans du logement intermédiaire. Et puis les 3 petites opérations de logements sociaux, c'est vraiment pour aussi du public particulier, puisque la résidence à Cheptainville, c'est plutôt pour les femmes victimes de violences. Voilà, Dourdan, c'est du logement transitoire pour des personnes en situation de handicap. Donc là, c'est un programme réalisé par une association. Voilà pour les aides à la pierre à destination du parc social. Et une deuxième action de ce plan départemental du logement et de l'habitat est orientée vers le parc privé, où là, ce sont des aides individuelles aux particuliers, donc à destination des propriétaires occupants pour la réalisation des travaux d'adaptation à la perte d'autonomie, donc en complémentarité avec les aides de l'ANA et hors travaux pris en charge par la prestation de compensation du handicap. Donc l'objectif du département est de réaliser 50 logements par an, voilà, pour un montant de 76 000 €, ce qui représente 200 logements au total sur la période 2018-2021. Concernant les aides, donc ce sont des aides qui sont modulées en fonction des ressources, puisqu'on a des aides pour les propriétaires occupants très modestes, avec une subvention de 20% du montant de travaux hors taxe plafonné à 1 600 € par logement. Et pour les personnes modestes, voilà, une subvention de 15% avec un plafond à 1 200 € par logement. Pour donner quelques résultats, voilà, sur les 3 années, sur les 3 dernières années, donc on voit que les objectifs ont été atteints et même dépassés pour les années 2018-2020. Les principaux travaux financés concernent les mises aux normes des salles de bain et sanitaires, l'adaptation des cheminements, les montes d'escalier, et ça concerne essentiellement du logement individuel. Voilà, c'est le plan départemental d'action pour le logement et l'habitat est disponible sur le site internet du département, de même que ses règles d'aide. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Hamel, chef du secteur contingent et parcours résidentiel à la direction de la ville et de l'habitat du conseil départemental. Nous allons maintenant passer la parole à Marie-Christine Chevreau et Adrien Roland des résidences Yvelines Essonne. Oui, bonjour. Donc Marie-Christine Chevreau, des DGL au sein des résidences Yvelines Essonne. Nous sommes un bailleur implanté sur 2 départements, les Yvelines et l'Essonne, pour 31 000 logements, dont 18 000 dans les Yvelines et 13 000 dans le 91.
Donc, vous pouvez passer la slide suivante. Dans notre parc, nous avons un parc vieillissant où à ce jour, nous avons à peu près 22% de nos locataires qui ont plus de 65 ans. Donc avec une projection de demain, avec un petit tiers de nos locataires qui auront plus de 65 ans, d'où la nécessité de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement de ce public. Donc, vous pouvez passer la slide suivante. Donc l'accompagnement, comment il se fait au sein des résidences? Donc nous avons mis en place depuis quelques années une politique d'adaptation de nos logements. Donc nous travaillons en proximité. C'est un des mots d'ordre de notre entreprise, c'est travailler en proximité. Nous avons dans chaque agence sur nos territoires des conseillers sociaux qui sont le point d'entrée, le point de relais des demandes d'adaptation éventuelle des logements. Donc, ce public est accompagné par nos travailleurs sociaux et nous avons structuré cette démarche en passant par l'intermédiaire d'un ergothérapeute. Nous sommes accompagnés pour chaque demande d'adaptation des logements pour voir la faisabilité dans les logements. Donc, comme le disait tout à l'heure Madame Flouquet de la CAF, on n'adapte pas des logements quand il s'agit d'une personne seule dans un T4 ou dernier étage. On travaille d'abord sur le parcours résidentiel, l'accompagnement de ces publics et pour l'amener à déménager pour pouvoir arriver dans un logement adapté. Et quand les ménages sont dans des situations, dans des logements conformes à la composition familiale, là on travaille sur l'adaptation des logements. Donc on a structuré notre offre d'adaptation. On est passé par un ergothérapeute avec mise en place d'un cahier des charges qui est transmis à notre direction immobilière pour suivre les besoins et les produits qui peuvent être mis en place dans le cadre de ces demandes d'adaptation. Et à côté, est développé tout un pan d'innovation qui est, pour le coup, géré par M. Adrien Roland. Du coup, on va passer à la suivante, l'avant-dernière de toutes. Donc, bonjour à tous, Adrien Roland, en charge de l'innovation pour le bailleur social, les résidences Yvines-Essonnes. Effectivement, on travaille vraiment en lien très étroit avec la DGL sur la partie senior, pour la partie innovation. Puisque l'objectif pour nous, c'est de maintenir les gens à domicile dans les meilleures conditions possibles, en utilisant à la fois les stations de logement qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment les cabines de douche ou les cuisines adaptées, mais également de l'IoT, des objets connectés, typiquement des capteurs de chute, des boutons d'appel ou des capteurs d'habitude, qu'on va pouvoir intégrer dans le logement de manière très simple et qu'on va venir ajouter dans un réseau d'acteurs de proximité. Alors nous, on a nos gardiens. Tout à l'heure, Marie-Christine mentionnait notre proximité qui était une valeur très forte pour nous. Typiquement, le gardien pourrait devenir demain un aidant pour le senior à domicile. Mais on va aussi travailler avec les CAS, vraiment des pharmaciens du coin. Le but, c'est vraiment qu'on puisse intégrer les seniors chez eux, mais aussi dans leur environnement. Et on vient compléter les dispositifs en place. On travaille pour ça avec beaucoup de parties prenantes, des startups et puis des plus grands groupes. On a ouvert un incubateur il y a maintenant 1 an. Alors, c'est passé un peu inaperçu puisque on l'a ouvert le 10 mars, je crois, 2020. Donc, après, il y a eu quelques activités qui ont pris le dessus. Mais en tout cas, qui était vraiment dédié au logement social et notamment avec des acteurs liés au vieillissement. Et on a réussi comme ça à créer des rencontres croisées autour du vieillissement et autour de ce sujet du maintien à domicile. On a aussi beaucoup d'études locataires sur lesquelles on s'appuie, qui viennent directement du service de Marie-Christine, pour pouvoir proposer des services qui sont en lien avec les attentes et les besoins de nos locataires. C'est pas tout de dire je vais mettre un détecteur de chute ou un chemin lumineux, si finalement c'est pas le premier besoin et la première attente de nos locataires. Un petit peu comme tout à l'heure l'exemple sur les toilettes surélevées qui sont trop surélevées pour une personne de petite taille, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on s'adapte aux vrais besoins de nos locataires, qui ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois ou autres, et donc on doit trouver ces solutions-là, et donc on travaille vraiment à intégrer le plus d'acteurs possible dans notre benchmark et dans notre suivi pour faire des pilotes, et puis ensuite pour le dupliquer et le proposer de manière classique à nos locataires, ce service senior. Voilà un peu comment on travaille en tandem
sur le sujet maintien à domicile aux résidences Yvelines-Essonnes. Merci à vous, Monsieur Adrien Roland, responsable innovation résidence chez les résidences Yvelines-Essonnes, et Marie-Christine Chevreau, directrice gestion des locataires également chez les résidences Yvelines-Essonnes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou en levant la main directement. Vous pouvez prendre la parole. On arrive au temps d'intervention et d'échange avec les intervenants. Alors, on a eu quelques questions intéressantes au sein du chat, et on a eu l'avantage d'avoir quelques réponses qui ont été données par Monsieur Durieux, qui est délégataire pour l'ANA. Donc, il y a eu des questions concernant les aides. Et donc, du coup, je ne sais pas si Monsieur Durieux, vous souhaitez prendre la parole pour y répondre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jade, on t'entend. Une question, moi peut-être pour lancer les premiers échanges. L'intérêt de ce webinaire, déjà pour recontextualiser, comme Jade en avait parlé, Essonne Développement travaille sur les 3 grands axes de cette intervention sur le bien vieillir. C'est véritablement d'adapter le territoire au vieillissement. Donc on vient y apporter notre brique, notamment par le prisme de l'innovation et de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a des choses qui existent, il y a des aides pour les financer, il y a des solutions que l'on peut mettre en œuvre, il y a les ressources pour les mettre en œuvre également. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi de pouvoir détecter ces nouvelles solutions qui peuvent émerger. Monsieur Adrien Roland en parlait des résidences Yvelines-Essonnes en mentionnant justement cette notion d'usage à confirmer. Donc nous, on travaille également en ce sens pour pouvoir détecter et confirmer les usages d'une solution, puis après les pousser vers les bons interlocuteurs, comme nous le sont la CNAV, Saint-Gobain ou la Fédération française du bâtiment Essonne, en confirmant ces intérêts, en les mettant en œuvre sur des projets, et puis de valider par l'expérience, faire des preuves de concept de ces solutions pour que demain, elles puissent équiper les futurs logements et adapter véritablement soit les innovations qui seront demain les solutions dans les différents logements. Donc à ce titre, Adrien Roland, on en avait parlé brièvement lorsqu'on avait préparé ce webinaire. Est-ce que les résidences Yvelines-Essonnes vous êtes intéressé justement par la détection un peu de ces nouvelles solutions et comment vous fonctionnez avec ces jeunes entreprises ou pas qui proposent des solutions pour le logement adapté? J'aperçois Bruno Duperrier par exemple qui est connecté, qui a un capteur de chute. Comment est-ce que une entreprise qui propose une telle solution peut la tester dans un des logements les résidences Yvelines-Essonnes, pourquoi pas, ou alors que ce soit intégré dans l'équipement de l'un de vos logements? Tout à fait. Alors effectivement, on avait échangé là-dessus en amont. Nous, on n'a pas de maillage prévu. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des petites startups, voire des idéations simples jusqu'à des très grands groupes. Je vois effectivement, j'ai vu Monsieur Duperrier arriver tout à l'heure pendant la conférence. C'est Orphée, c'est ça, de tête, hein? La société s'appelle Morphée Plus, effectivement. Voilà. Effectivement, typiquement, nous, on travaille avec tout le monde. L'objectif, c'est d'avoir une vision la plus large possible de ce qu'il y a sur le marché. Ça ne veut pas dire que derrière, on travaille avec tout le monde, mais en tout cas, que tout le monde nous connaisse et que nous connaissons tout le monde, en tout cas, le plus de gens possible, c'est important pour nous. Comment on travaille, c'est que d'abord, on étudie un besoin ensemble, on fait un projet pilote sur soit un site test qui est virtuel dans le sens où on a à Versailles un appartement témoin donc, qui va tester les équipements, mais dans un logement qui n'est pas occupé, hein, il n'y a pas de vrai locataire dedans. On peut aussi faire des pilotes sur des logements réels, et à la suite de ces expérimentations, on va ou non le dupliquer à plus grande échelle. Mais en tout cas, on a toujours grand plaisir à travailler avec différents niveaux d'entreprise et puis d'avoir un petit projet. Toujours, on commence vraiment par expérimenter, on aime bien mettre les mains dans le temps. Si un soir il y a quelque chose, ce serait bien qu'un soir ou un matin aussi. Oh, plutôt le soir. Mais en tout cas, voilà, c'est avec plaisir qu'on travaillera avec n'importe qui, des 50 personnes qui étaient aujourd'hui au webinaire ou d'autres,
sur ce sujet de seniors dans le logement social, avec toujours cette quand même contrainte et en même temps cible qui est qu'on a des personnes qui sont modestes et qui sont très éloignées du numérique, et donc on doit vraiment s'adapter à ce besoin-là et à ces attentes-là. On avait une question d'Adapsia, une main levée. Non. Bon, elle s'est rebaissée. La communication Adapsia, peut-être, non? Je vois que le micro est activé. Bon, passons à d'autres questions. Merci à Adrien pour cette réponse. Donc c'est bien noté. Sur les lieux d'expérimentation, là je vais rementionner ce que nous on propose et c'est un développement. En l'occurrence, c'est tout l'enjeu. Vous parlez de Versailles, donc je suis bien obligé, bien évidemment, de parler de l'Essonne. On a aussi sur le département des lieux, des appartements témoins, je pense notamment sur le CEA de Paris-Saclay ou au sein de Télécom Sud Paris à Évry. On a aussi ces 2 appartements témoins qui sont possibles pour tester les solutions qui permettent d'adapter les logements ou toute autre solution. Et puis, dans un deuxième niveau, on travaille beaucoup avec un réseau d'établissements d'accueil de personnes, de l'EHPAD à la résidence autonomie, à la résidence senior, et même des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, avec pour mission de leur faire part de projets qui ont besoin justement de cette confirmation de tests en grandeur nature. Donc la solution, généralement, elle est testée parmi les cofondateurs de la société. En labo, in situ, on est 3-4, on la teste ensemble, ça fonctionne, mais qu'en est-il à grandeur échelle? Et c'est là l'enjeu, c'est ce passage à l'échelle que Essonne Développement propose comme accompagnement aux entreprises qui le souhaitent. Et c'est pour ça qu'on travaille avec ces différents acteurs de la FFB, de la Fédération Française du Bâtiment de l'Essonne, pour justement tester ces nouvelles solutions et puis après les essaimer sur le département parce que c'est le développement de l'entreprise tout simplement. Donc on confirme les intérêts et puis ensuite on essaime sur le territoire les bonnes pratiques. Donc, je meuble depuis un petit moment, mais s'il n'y a pas de questions, on va peut-être ajourner cette réunion qui était très intéressante. Je remercie très chaleureusement tous les intervenants pour la richesse des contenus. Merci Madame Despinardes pour votre commentaire. En effet, Madame Despinardes, c'est l'AMATPA, si je ne dis pas de bêtises, qui est située sur le territoire de la communauté d'agglomération Val-d'Ire-Val-de-Seine. Et donc, qui est je vois une question une main levée, Jade. Oui. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, déjà, on a Madame Despinardes qui précise qu'elle est tout à fait disponible pour expérimenter avec nous des solutions. Donc, merci beaucoup. Alors, la main levée, du coup, vous pouvez prendre la parole. Voilà, c'est Armand Bénichou. Tout d'abord, ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu me connecter pour des problèmes techniques auxquels vous avez été confrontés. J'ai pu prendre la séance qu'à 10h45. Alors donc, juste pour évoquer la particularité de la démarche que nous avons engagée au sein de l'association Handitoire Provence. Donc, je n'ai pas trop suivi ce que vous avez pu échanger, mais je voulais quand même apporter un éclairage sur ce que nous réalisons, car quand on parle de logement adapté, c'est une question que nous travaillons, nous, depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années. Et on a donc beaucoup avancé. On travaille de façon assez intense sur la région Provence-Côte d'Azur, étant basée à Marseille. Et donc, quand on parle de logement adapté, on parle certes de logements qui doivent répondre à la réglementation, mais si on ne s'arrête qu'à la réglementation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adaptations qui ne sont pas incluses et qu'il faut prévoir. Et ce sont des adaptations qui sont indispensables si on veut considérer qu'une personne en situation de handicap qui veut vivre chez elle doit être prise, ces adaptations doivent être prises en compte et de surcroît être incluses en amont. Alors on a évoqué tout un process, là j'arrive en fin de réunion, donc je ne peux pas tout développer. Le point principal qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous œuvrons principalement donc, sur la région Provence-Côte d'Azur. J'aurai 20 ans de moins, je serai monté à Paris, comme on le dit, pour essayer de prêcher la bonne parole nous concernant. Mais il s'avère que c'est compliqué, nous sommes une association,
peut-être que je vous inviterai à vous rendre sur le site de l'association qui s'appelle handitalk.org. Il peut y avoir aussi des points qui pourraient intéresser toutes les personnes présentes à ce webinaire et qui peut-être pourraient permettre de bien comprendre notre process, qui a quand même une efficacité sur la région, car en l'espace de 10 années qui sont les années principales de la plateforme, la plateforme, c'est un service qu'on a créé. On a pu répondre à un besoin de 1200 familles qui ont trouvé un logement adapté grâce au concours de l'association, avec une particularité, c'est que nous sommes en convention avec plusieurs institutions, des métropoles, des conseils départementaux, et surtout, nous sommes en convention avec 32 bailleurs de la région qui incluent dans leur programme du logement adapté. Donc, je ne veux pas m'étendre plus longtemps. Moi, je suis disponible pour échanger avec des personnes qui voudraient en savoir plus. Je vous invite d'aller sur le site de l'association handitalk.org. Vous pourrez à la fois voir ce que nous réalisons, voir les process que nous avons mis en place, écouter, si vous allez sur YouTube, écouter des témoignages de personnes ou des bailleurs qui travaillent avec nous. Ça peut être intéressant et peut-être demain envisager des partenariats avec des acteurs de l'Essonne ou d'ailleurs. Voilà, je ne veux pas être trop long parce qu'on arrive à la fin, mais j'aurais tellement à dire. Mais ceci étant, je vous invite encore une fois à aller sur le site de l'association et de ne pas hésiter à me contacter. Vous aurez mes adresses par Idealco, donc n'hésitez pas. Merci. Merci à vous, Monsieur Bénichou. On va passer à une question. Donc, Monsieur Chaponic ou Nicolas. Bon, Monsieur Chaponic a baissé la main. Nicolas. Non, allô? Oui. Oui. Ah. Oui, excusez-moi, c'est Monsieur Chaponic. Non, c'est juste par rapport à ce que disait Monsieur Bénichou. Comment on fait pour le contacter? Où est-ce qu'on peut trouver ses coordonnées? J'ai pas retenu, j'ai pas entendu en fait. Comment on peut faire pour le contacter, Monsieur Bénichou? Monsieur Bénichou, vous pourriez mettre vos coordonnées dans la conversation. D'accord, je le fais tout de suite. Très bien. Merci. Autre question, Nicolas qui lève la main. Oui, bonjour, Nicolas Deveau, société Solinov. J'ai beaucoup apprécié ce webinaire. J'y participe comme invité pour la première fois. Je voudrais apporter une petite pierre complémentaire sur les préoccupations des uns et des autres qui me paraissent tout à fait justifiées. On a deux dimensions à prendre en compte, la dimension palliative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour maintenant tout de suite les gens qui ont un problème, et la deuxième dimension, c'est le préventif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que demain les logements permettent d'accueillir n'importe quel type de population, puisque c'est extrêmement difficile de demander à des bailleurs sociaux, notamment qui sont sur le logement de masse et forcément avec des budgets tendus, de ne pas intégrer ça dans leur construction, puisque de toute façon, la population est vieillissante, donc on n'y coupera pas. Il faut penser à une chose dans ce deuxième périmètre, c'est la notion de massification. Et ça, les gens de la FFB notamment sont des gens qui ont un très grand rôle là-dedans. C'est qu'on voit très bien que les solutions, les aides techniques, qui ne peuvent être pour nous que une façon de raffiner l'humain, ce qui coûte cher, c'est l'humain. Donc les aides techniques doivent servir à amener la bonne personne au bon moment, et donc du coup d'utiliser moins de personnes extérieures. Aujourd'hui, la massification pose un problème, notamment dans les logements sociaux, puisque toutes les aides techniques sont majoritairement orientées autour de la domotique, qui demandent des niveaux de compétences particuliers, et aujourd'hui, on n'a pas le parc d'installateurs capables de déployer ça en masse. Le niveau de formation, il n'y est pas. Donc, on a besoin soit de trouver des solutions qui ne nécessitent pas ce niveau de formation, la nôtre en fait partie, soit d'intensifier la formation des intervenants. Le dernier point sur lequel je voudrais alerter tout le monde, c'est la notion d'intimité numérique. Il faut voir que les aides techniques ont une faille. Aujourd'hui, la majorité de ces solutions s'appuient sur des supports de cloud computing, c'est-à-dire on doit avoir un accès à Internet et c'est structuré, administré souvent par des éléments qui font partie du groupe des GAFAM. Hein. Donc les GAFAM, je ne vous fais pas un dessin, ce ne sont que des Américains.
Donc, souveraineté, intimité numérique, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe si ces gens-là changent leur politique? Il faut absolument qu'on n'hypothèque pas l'avenir des bâtiments équipés, construits, etc. Parce qu'on aurait fait comme on a fait avec nos téléphones portables, comme on a fait avec nos voitures, mis l'intégralité de nos flux de données vers des plateformes qui nous échappent, en fait. Voilà, c'était juste un petit focus que je voulais ajouter. En tout cas, merci de la qualité de vos interventions. Merci à vous, Nicolas. Je vous invite également à poster le nom de votre solution, Solinov, si j'ai bien entendu, le site internet ou vos coordonnées également pour qu'on puisse revenir vers vous le cas échéant. Merci, c'est gentil. Mais écoutez, alors, juste avant de terminer, j'ai reçu quelques mails de gens qui ont dû quitter le webinaire avant, mais qui sont intéressés par des démarches. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour une possible collaboration ou ne serait-ce qu'une rencontre afin de discuter de possibles expérimentations sur le territoire essonien. Donc, nos coordonnées sont dans la fenêtre de conversation située à votre droite. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Enfin, rebonjour. Excusez-moi. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais vous rencontrer, enfin, vous présenter notre dispositif, puisque nous, on a un tout nouveau dispositif qui n'existait pas, enfin, qui est en France depuis 2 ans pour aider à monter et à descendre des escaliers. Et donc, pour les personnes âgées, dans le cadre de la réadaptation des logements. Enfin, je ne sais pas si dans votre parc, vous avez beaucoup d'habitations avec des étages ou de maisons individuelles, de choses comme ça. Alors, c'est Monsieur Chaponic qui parle? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais. Oui, bien sûr, on pourra se rencontrer avec plaisir. Je vois aussi, j'ai vu Monsieur Dora hocher la tête, donc il semblait intéressé. Donc, pour ce qui est des connexions, ce que l'on va faire, c'est que l'on va revenir vers vous par mail de toute manière, et puis n'hésitez pas à faire part de vos sollicitations, et on procédera bien évidemment aux mises en relation nécessaires pour créer les liens entre tout le monde et les différents acteurs. Ouais, bah écoutez, super. Donc, comment je fais? Je vous mets mes coordonnées ici, puis vous prenez contact avec moi. Je vous mets les coordonnées dans le chat. Oui, ouais. Si ça vous convient. Sinon, vous pouvez envoyer un mail. Nos coordonnées sont aussi dans le chat. S'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites, donc on n'a pas leur mail. Donc, vérifiez bien que vous ayez... Vous avez eu l'invitation, donc normalement... Vous ayez eu l'invitation. Ok, super. Normalement, vous devez avoir mes coordonnées, mais je vous laisse quand même mes coordonnées si vous voulez prendre contact. Ça fera avec plaisir. Assurément. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Sur ce, on va clôturer les débats. Je remercie chaleureusement encore une fois nos deux différents intervenants. Fabien Dora, président de la Fédération française du bâtiment de l'Essonne. Adrien Roland et Marie-Christine Chevreau des résidences Civines Essonne, bailleur social. Madame Émilie... Hamel, pardon, merci. Merci Jeanne. Émilie Hamel, donc du département de l'Essonne. Et puis Jean-Philippe Arnoux qui nous a laissé, qui représentait donc Saint-Gobain et la filière économie. Et puis Christiane Flouquet de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la région Île-de-France. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.